Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Coca-Cola n'a pas seulement émergé des ambitions de Pemberton. Sa recette initiale, à la fois audacieuse et controversée, reflète les tendances, encore une fois, et les croyances médicales de son époque. Une époque où l'alcool, les feuilles de coca, les noix de cola n'étaient pas simplement des ingrédients, mais des symboles de remèdes miracles. Quand Pemberton concocte sa première version de Coca-Cola, baptisée French Wine Coca, il suit une tendance bien ancrée dans la médecine du 19e siècle. L'alcool est considéré comme un stimulant et un remède polyvalent censé revigorer le corps et l'esprit. À ça, il ajoute 2 ingrédients donc exotiques, les feuilles de coca riches en cocaïne, c'est vrai, et les noix de cola connues pour leur teneur, leur forte teneur en caféine. Mais attention, encore une fois, ces choix à cette époque-là ne sont pas anodins. J'insiste là-dessus parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce domaine. Les feuilles de coca utilisées depuis des siècles par les peuples andins sont vantées dans le monde occidental pour leurs vertus énergisantes. D'ailleurs, l'opium est largement répandu. J'ai fait une interview sur les triades. On revient sur les guerres de l'opium, etc. Sur l'Europe, enfin sur l'Occident qui oblige la Chine à faire et à vendre de l'opium, avec les conséquences que l'on connaît. Tout ça, on est dans cette époque-là. Vous avez des médecins célèbres comme le neurologue Sigmund Freud qui font même l'éloge des feuilles de coca pour soigner l'épuisement et la dépression. Et les noix de cola sont perçues comme un booster naturel, mais ce mélange, bien que prometteur, évidemment, soulève rapidement quand même des controverses. Une boisson qui contient de la cocaïne ? Est-ce vraiment sûr ? Ces critiques, justement, ne tardent pas à émerger. Mais à l'époque, la législation sur les produits de consommation est quasi inexistante. Ce n'est qu'en 1904, sous la pression des premières lois sanitaires aux États-Unis, que Coca-Cola va retirer la cocaïne de sa recette. Malgré tout, le secret autour de la fameuse formule que tout le monde connaît, le fameux X7 ou 7X, ça dépend si c'est en français ou en américain, contribue à entretenir un mystère savamment orchestré. J'y reviendrai tout à l'heure. Quant à l'alcool, donc je vous l'ai dit, il disparaît beaucoup plus tôt, en 1886, quand la prohibition frappe Atlanta, cette contrainte va pousser Pemberton à transformer sa boisson en un soda non alcoolisé. C'est une décision qui va finalement sauver Coca-Cola, mais qui va exiger aussi une refonte complète de son positionnement. Plus qu'un médicament, la boisson doit désormais séduire un public plus large. Alors que Pemberton peinait, vous vous souvenez, à vendre son coca, un élément clé va changer le destin de la boisson, la publicité. Dès le départ, Coca-Cola a investi massivement dans le marketing, bien avant que ses ventes ne justifient de tels efforts. Alors, la question se pose, est-ce que c'est un coup de génie ou une nécessité pour survivre ? En 1886, les premières publicités de Coca-Cola apparaissent donc à Atlanta. On y promet une boisson qui revigore l'esprit et soigne le corps. Pemberton mise également sur une idée révolutionnaire pour l'époque, c'est lui qui commence. Il distribue des bons de réduction permettant aux clients de goûter sa boisson gratuitement. Alors c'est sûr, ça lui rapporte pas beaucoup d'argent. C'est une stratégie audacieuse qui, si elle coûte cher, permet quand même d'attirer les premiers consommateurs. Venez goûter la boisson miracle qui rafraîchit et qui soigne. Coca-Cola seulement 5 cents le verre. Mais la véritable innovation ne s'arrête pas là. Frank Robinson, le partenaire de Pemberton, joue alors un rôle crucial. C'est lui qui conçoit le logo iconique de Coca-Cola avec ses fameuses lettres arrondies et élégantes en écriture spencerienne. Vous savez, ce logo inchangé depuis devient rapidement un symbole de la marque. Et Coca-Cola investit également dans des supports variés pour se faire connaître, des calendriers, des éventails, des affiches. Aucun détail n'est laissé au hasard. Et c'est pas tout. La marque va s'associer dès ses débuts à des événements locaux et culturels pour s'ancrer dans le quotidien des Américains. Mais ce succès publicitaire est-il le fruit d'un génie visionnaire ? Pas tout à fait. Il reflète surtout une nécessité économique. En 1886, les élixirs médicinaux inondent le marché et Coca-Cola doit absolument se démarquer. Les slogans et les visuels accrocheurs sont alors une arme pour survivre dans cet océan de concurrents. Dès ses débuts, Coca a compris une chose essentielle, il ne suffit pas de créer un produit, il faut aussi
créer un désir. À travers ses premières campagnes publicitaires, la marque a alors posé les bases d'une stratégie qui va devenir sa plus grande force, vendre plus qu'une boisson, vendre une légende. Mais cette légende, encore fragile à l'époque, n'aurait jamais survécu sans l'intervention d'un homme, le fameux Asa Candler dont je vous parlais tout à l'heure, cet homme qui va transformer Coca-Cola en empire. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on va voir dans un instant. Coca, à ses débuts, donc, n'est qu'un produit fragile. Ses ventes stagnent et son créateur, John Pemberton, n'a ni les moyens ni l'énergie pour le porter au sommet, mais tout va changer avec l'arrivée d'Asa Candler. Cet entrepreneur visionnaire va transformer Coca-Cola en une institution mondiale. Asa Candler est pharmacien et homme d'affaires, originaire de Géorgie, et il entre en scène en 1888, l'année de la mort de John Pemberton. Candler voit immédiatement le potentiel commercial de Coca-Cola, même si à l'époque, la boisson reste méconnue et mal distribuée. Il faut là du génie quand même. Pour une somme dérisoire, estimée à environ $2 300, l'équivalent de, on va dire moins de 80 000 € aujourd'hui, Asa Candler rachète l'intégralité des droits de la recette et du nom Coca-Cola. Cette transaction marque un tournant décisif. Sous sa direction, Coca-Cola quitte le domaine artisanal pour devenir une marque structurée, prête à conquérir le marché national. Dès qu'il prend le contrôle de la marque, Candler met en place une stratégie d'expansion ambitieuse. Il comprend rapidement que pour survivre, Coca-Cola doit être omniprésent. Alors, il investit massivement dans la publicité. Candler inonde les journaux d'annonces vantant les bienfaits de Coca-Cola. Il distribue des calendriers, des éventails, des carnets de notes portant le logo de la marque. Il va jusqu'à offrir des bons de réduction pour inciter les gens à goûter le produit gratuitement lui encore. Et cette stratégie finit par fonctionner. En quelques années, Coca-Cola devient un nom familier dans tout le sud des États-Unis. Mais Asa Candler ne s'arrête pas là. Il comprend également l'importance de la standardisation. À l'époque, Coca-Cola est vendu principalement dans des pharmacies où le sirop est mélangé à l'eau gazeuse sur place. Ce mode de distribution, même s'il est courant, présente quand même un problème majeur. C'est difficile de garantir une qualité uniforme. Candler décide alors de centraliser la production du sirop et de s'assurer que chaque dose respecte la recette originale. Grâce à cette standardisation, chaque verre de Coca-Cola, qu'il soit servi à Atlanta ou à New York, offre le même goût unique. Ça, c'est une révolution dans l'industrie des sodas et cette approche va devenir un pilier du succès de la marque. En 1899, une autre innovation majeure voit le jour, l'embouteillage de Coca-Cola. Ça y est, jusqu'alors la boisson n'était disponible qu'à la fontaine. Mais deux entrepreneurs visionnaires, Benjamin Thomas et Joseph Whitehead, proposent à Asa Candler une idée audacieuse. Embouteiller Coca-Cola pour le rendre accessible partout et non plus seulement dans les pharmacies. Vous avez compris, embouteiller, mettre en bouteille, bien sûr. Asa Candler, d'abord sceptique au départ, accepte finalement l'idée. Il vend les droits d'embouteillage pour seulement $1, sans imaginer l'ampleur que ça va prendre. Ce partenariat propulse Coca-Cola dans une nouvelle dimension, mais il crée aussi des tensions. Les embouteilleurs, souvent indépendants, réclament plus d'autonomie, ce qui va amener à de nombreux conflits juridiques dans les décennies suivantes. En moins de 10 ans, sous la direction de Candler, Coca-Cola devient une entreprise florissante. En 1919, la famille Candler revend la société pour la somme astronomique pour l'époque de $25 millions, un montant qui témoigne de l'incroyable ascension de la marque. À ce moment-là, Coca-Cola est déjà une institution en Amérique et son expansion internationale ne fait que commencer. Mais au-delà des chiffres, l'héritage d'Asa Candler repose sur une vision. Celle de faire de Coca-Cola bien plus qu'un produit, je vous le disais, il en fait une expérience, un symbole de convivialité et de plaisir partagé. En posant les bases de son expansion mondiale, Candler a donné à Coca-Cola une place dans l'imaginaire collectif. Une place qu'elle occupe encore aujourd'hui, figurez-vous. Avec Asa Candler à sa tête, Coca-Cola est passé d'un produit artisanal à une marque incontournable.
Mais cette transformation n'est que le début. Au XXe siècle, Coca-Cola s'apprête à franchir une nouvelle étape, devenir une icône mondiale capable de s'imposer dans les moments les plus sombres de l'histoire du monde, de la Seconde Guerre mondiale à la guerre froide. Mais ça encore, c'est une autre histoire que nous allons explorer dans un instant. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.